La finalité des organisations de l'HCR ou de la FADEC, comme vous, c'est que les réfugiés ne soient plus réfugiés, qu'ils rentrent dans leur pays d'origine, ou bien alors qu'ils prennent la nationalité de leur pays d'accueil ou de tout autre pays. Ou qu'ils soient réinstallés, parce qu'il en a parlé aussi de la réinstallation. Oui. Il a pris un peu aussi comme une façon de couper la tête au mouvement des réfugiés. Oui. Mais sur ce plan-là, moi, je ne suis pas très d'accord, parce que la réinstallation, elle n'est pas obligatoire. Donc, ceux qui ont pu bénéficier de cette réinstallation, ils ont demandé et ont obtenu et ont rempli les critères pour être réinstallés. Mais je ne suis pas sûr aussi que même avec la réinstallation... On va revenir un peu sur ces critères. Vous prenez par exemple le cas de mon père. Il me dit, moi, chaque année, le 20 juin, le HR me rappelle pour me dire que, en fait, bon, on pouvait trouver pour toi, mais bon, vous êtes polygame. Une autre fois, il m'appelle, il me dit non, vous n'êtes pas flammiste, vous n'êtes pas menacé de mort en Mauritanie, vous ne bougez pas. Bon, finalement, qu'il me laisse ici. Pour dire, en fait, que c'est vrai, les premiers réfugiés qui sont partis, ils étaient à Dakar. Donc, eux, effectivement, comme ils étaient à Dakar, c'est les plus instruits. C'est les premiers encore à connaître ce qui se passe. Les informations qui viennent, ils sont les premiers à avoir ces informations. Donc, ils ont la primeur de ces informations. Ce qu'on reproche, en fait, au HR, c'est que même en faisant le recensement, le HR, c'est limité à Dakar. Alors, la majorité des réfugiés sont au niveau de la vallée. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de la vallée. Maintenant, vous pouvez faire une action. Maintenant, comment les gens vont l'interpréter? C'est à eux qui sont là-bas au niveau du Fouta qui peuvent interpréter. Ils disent, ah bon, on est Dakar tant tota. Donc, ceux qui sont à Dakar seulement, c'est à eux qu'on a donné la chose. Donc, effectivement, c'est les leaders. C'est les Omar Gueye, c'est les Chambassam, les Sambadjam, c'est les gens qui sont des mouvements flammes et autres. Donc, les gens sont perçus comme ça. Moi, des fois, je ne donne pas mon opinion en tant que tel, Maman Moussa actuellement, mais je donne mon opinion quand j'avais cet âge-là, comment j'analysais cette information et comment j'ai en discuté avec mon père dans les sites de réfugiés. Et j'ai vraiment tout fait pour respecter cette chronologie dans mon évolution. Oui. Et puis aussi, alors, savoir comment sortir, hein, comment les gens peuvent s'en sortir. Lui, on voit dans le personnage du roman, j'ai dit encore, c'est une œuvre autobiographique, hein, qui vraiment, il n'a fait que écrire ce qu'il a vécu. Bon, et on dit après le bac, il faut faire une formation professionnelle. Lui, il a voulu aller plus loin. 7 ans encore pour faire médecine. Vous êtes médecin généraliste. Vous êtes allé en Mauritanie, hein, vous êtes revenu, vous avez pris la nationalité sénégalaise. Avant cela, on vous avait donné des papiers sénégalais. Et puis bon, vous êtes devenu sénégalais ou redevenu sénégalais, je ne sais pas comment il faut dire, hein, n'est-ce pas, hein? Bon, j'explique de manière peut-être différenciée. Un peu, avec des différences. Je commence d'abord par la situation des naissances au niveau de la vallée, en expliquant que le Sénégal était le seul à disposer de postes de santé au niveau de la vallée. Donc même si vous êtes en Mauritanie, pour que les femmes accouchent, il faut qu'elles viennent au Sénégal. Ah oui, c'est ça. Donc de ce fait, rien que pour cela, et en plus en expliquant le fait que nous avons notre maison familiale à Podor. Oui. Donc là où on a fait le site, c'est notre maison familiale. Donc moi, je suis né là-bas. Oui. Donc, pour beaucoup, mais comme nos parents sont là-bas, ils travaillent, c'est des fonctionnaires en Mauritanie, ils mettent automatiquement la ville mauritanienne en face du lieu de naissance. C'est ce qui explique en fait le dilemme qu'il y a par rapport à cette situation-là. Et effectivement, c'est comme s'ils avaient senti la situation, parce que la Mauritanie a exploité cette situation-là. Vous êtes là, vous êtes mauritanien, vous êtes né au Sénégal, ils voient une ville sénégalaise, des fois même c'est des villes qui ont le même nom au Sénégal et en Mauritanie, ils vous expliquent tout simplement parce qu'ils disent que vous êtes né au Sénégal. Donc, c'est comme s'ils avaient anticipé par rapport à cette situation-là et ils ont mis le nom des villes mauritaniennes pour couvrir ces naissances-là. Donc, effectivement, je suis parti en Mauritanie en 92 et je suis revenu dessus. Oui. Donc, vraiment, je me suis dit, ce pays-là n'a pas d'avenir. Oui. Et c'est à ce moment-là que vraiment le Sénégal, donc, vous êtes apparu comme étant le pays le plus beau. Avant, il était très dur contre le Sénégal et ses dirigeants. Les Sénégalais qui traitaient les réfugiés de nards, hein, tout ça. Et maintenant, on avait toutes les qualités du monde. Notre pays aussi avait toutes les vertus. Et puis voilà. Hein. Et vous dites même, par reconnaissance, le Sénégal vous a accueilli, donc vous n'allez pas prendre une autre nationalité que la nationalité sénégalaise. Et puis vraiment, finalement, le Sénégalais, c'était un beau pays pour vous. C'est la découverte, voilà. Hein? Ce beau pays pacifique sans coup d'État. Pacifique sans coup d'État, tout ça. C'est une découverte, voilà. Alors qu'il a crié haro sur les militaires qui n'avaient pas le courage d'attaquer. L'autre objectif aussi du livre, c'est justement un mot pour tous ces gens qu'on a tués en Mauritanie par le régime Oultaya. Donc ces crimes, ça ne doit pas rester impuni. Ça, vraiment, le tribunal pénal international est là, le tribunal d'Arusha est là,
Donc actuellement, vraiment, tout se fait. Et moi, c'est ma contribution aussi pour ne pas oublier ces gens-là. Il y a certains que j'ai cités nommément, d'autres j'ai changé le nom. Des fois, c'est des parents très proches, des gens qui sont morts comme ça et qu'il ne faut pas oublier. Ça, ce sont des choses que Taya a fait. Il est là-bas au Qatar, donc il se repose. Mais je pense que tout doit être fait pour que ces gens-là soient traduits. Donc en Mauritanie, actuellement, on assiste à la promotion des gens qui étaient responsables de ces crimes-là. Et je pense que pour l'humanité, des choses comme ça ne doivent pas passer inaperçues, ne doivent pas être oubliées. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que nous laissons vraiment à la postérité. Pour que si nous ne pouvons pas le faire, que d'autres puissent le faire. Oui, on voit qu'il parle vraiment de la situation qui se passe dans les deux pays concernés, le Sénégal et la Mauritanie. Il parle de la survenue de l'alternance, il parle de la défaite de Diouf, il parle de l'arrivée des Vadopo. Vraiment, il raconte tout. Hein. Et il dit même, à la fin, c'est un roman d'un peu plus de 300 pages, il dit que les présidents Wade et Ould-Taya scelleront, et Ould-Taya n'était pas encore parti, il était encore au pouvoir, hein. Ensuite il y a eu un coup d'État qui l'a fait partir, scelleront leur complicité devant la porte du millénaire, l'avenir sans les réfugiés mauritaniens, hein, point d'exclamation, l'avenir sans les réfugiés mauritaniens. Ça, mais je pense que cet avenir est en train de se dessiner. C'est-à-dire, je pense qu'il n'avait peut-être pas anticipé sur l'évolution que nous vivons actuellement et peut-être même qu'il ne pouvait pas... qu'il n'espérait pas que ça devait arriver. J'ai un peu espéré, parce qu'à un certain moment, j'ai émis plusieurs hypothèses qui vont régler cette situation-là, en parlant d'abord de la première hypothèse, c'est le départ de Ould-Taya. Donc, soit c'est par des manifestations, soit c'est par un coup d'État. Effectivement, il est parti par un coup d'État. Donc là, c'est un peu la déception qu'on a eue, et c'est matérialisé par la porte du millénaire que je voulais expliquer à ma manière. Donc pour moi, je me dis que c'est une porte où il y a plusieurs portes, il y a 3 grandes portes. Donc au début, les réfugiés mauritaniens, quand ils sont venus, vous leur dites 2 choses, ils disent non, on va rentrer bientôt. Donc l'espoir était grand pour eux, bientôt ils vont rentrer. Mais plus les années passent, donc plus l'espoir s'amenuise, donc plus l'espoir diminue, et jusqu'à se décourager. Et cette porte du millénaire, elle a été inaugurée le 3 avril 2001 par Ould-Taya. Donc le livre s'arrête en 2001. Donc le reste, c'est juste des projections. Le livre a été inauguré le 3 avril 2001, justement par le président Ould-Taya et le président Abdoulaye Wade. Donc j'ai voulu finir sur cette note-là. Et donc le reste maintenant, bon, je ne peux pas encore dire et réactualiser par rapport à la situation. Déjà le livre est trop costaud. Donc voilà, donc il faut laisser aussi le reste. Voilà. Et puis il y a, pour terminer, là, de cette première partie de l'émission, il y a le retour qui se fait quand même, c'est organisé actuellement par l'HCR. Oui, hein? Oui. Je crois que les 2 États, en fait, on a un espoir qui est en train de se matérialiser avec le 29 janvier, le premier contingent qui est retourné en Mauritanie. Et je crois que les 2 États, toujours avec, bien que le HCR était souvent critiqué par les réfugiés, mais il disait toujours le retour sous l'égide du HCR. Donc ce retour sous l'égide du HCR commence à se faire. Il y a un premier contingent qui est parti et je pense qu'il y a une perspective parce que les 2 États se sont entendus pour que ceux qui veulent rentrer rentrent et ceux qui veulent rester au Sénégal, le Sénégal leur a offert d'avoir la nationalité sénégalaise. Donc je pense qu'il y a une perspective nouvelle qui a été surprenante aussi pour nous parce que je crois qu'avant ces changements-là, l'actuel président, dans sa campagne électorale, avait dit « je vais me charger du dossier des réfugiés », mais on se disait « c'est le discours de politicien ». Mais en fait, je pense qu'il a pris les taureaux par les cornes en faisant venir ses ministres, rencontrer les réfugiés, parler avec eux et vouloir organiser. Je crois que ça peut déboucher sur une solution heureuse où la frontière ne sera plus un lieu d'affrontement mais un lieu d'intégration parce que les 2 parties seront le trait d'union entre les 2 pays. Et ce qu'il faut reconnaître aussi, il l'a indiqué tout à l'heure, il y a le devoir de vérité, de justice. Je pense que quand même il y a un pas important qui a été réalisé en Mauritanie, même si certains disent encore qu'ils ne sont pas allés très loin. C'est la reconnaissance de l'esclavage. Pour moi, c'est quand même un pas important qu'officiellement on en ait parlé. Certains disent que les lois qui sont mises en place ne sont pas allées trop loin, mais pour moi, c'est un pas pour aller vers
la justice et la réconciliation. Je ne sais pas. Voilà, je vous remercie. Donc, c'était Mamadou Ndiaye, donc, le directeur général de l'OFADEC, Office africain pour le développement et la coopération, hein, qui depuis 18 ans travaille avec les réfugiés, qui venait parler avec Maman Moussa Diaw de son livre Les otages, qui est un roman, mais c'est en fait votre vie, n'est-ce pas, de réfugié avec votre famille que vous avez raconté dans ce roman. Voilà. À présent,